pas besoin. Sauf si je ne suis pas. Bien, merci. J'ai cru bon, c'est peut-être pas très très malin de mettre mes PowerPoint en anglais parce que je pensais que la salle serait bilingue, mais je vais parler en français, donc a priori il n'y a pas de problème. Je vais traiter, tiens, ça descend pas, si ça descend. Je vais traiter 3 points principaux parce qu'on a un temps réduit. Le premier, c'est d'expliquer pourquoi Je vais juste là, il vous n'est pas en diaporama. Ah oui, pardon. D'accord. Je pensais que c'était l'écran qui était comme ça, mais qu'il y avait diapo. D'accord. Pourquoi l'impérialisme demeure une catégorie analytique utile pour comprendre la situation présente? Deuxièmement, d'aborder ce que j'essaye de faire, la nature de l'Union européenne en tant que telle, pas de ses États membres seulement, et c'est là que les choses se compliquent si on cherche à en comprendre la configuration institutionnelle de l'Union européenne. Et troisièmement, des hypothèses que j'ai développées il y a presque une dizaine d'années maintenant sur ce que les courants dominants appelleraient les problèmes de gouvernance mondiale, mais qui, dans mon cadre analytique, s'appelle plutôt la défense de l'ordre mondial capitaliste, la façon dont l'organisation géopolitique, géoéconomique et géomilitaire de ce monde est organisée. Donc le premier point, c'est ça, d'accord. Le premier point, c'est d'expliquer pourquoi l'impérialisme tel qu'il a été défini au début du XXe siècle, bien sûr en l'adaptant, et je dirais très brièvement sur quel point essentiel il faut l'adapter, demeure un cadre analytique valable, parce que paradoxalement, en tout cas dans les courants marxistes, bien que beaucoup d'entre eux parlent d'impérialisme, la plupart, peut-être c'est excessif, mais un certain nombre de figures éminentes du marxisme contemporain, non seulement parlent de nouvel impérialisme, mais estiment même qu'il faut parler de nouvel impérialisme parce que l'ancien est déclassé du point de vue analytique. Hein. Alors, vous avez beaucoup de gens, de très bonne compagnie et très éminents. David Harvey pense que même la théorie de l'impérialisme était dépassée au moment où Lénine, Boukharine, Rosa Luxembourg l'écrivaient pour des questions sur lesquelles je ne reviens pas. Eileen Maxine-Wood pense de même pour des raisons presque similaires. Léo Panitch, lui, pense que la situation est telle avec la suprématie de l'impérialisme américain que chercher à utiliser l'impérialisme traditionnel, enfin je parle comme catégorie analytique, comme concept, est une route est une impasse, quoi. Et puis bien sûr, un des points névralgiques qui fait débat, c'est que l'impérialisme du début du XXe siècle, encore une fois comme concept, est assimilé au capital financier tel que Hilferding le comprend, c'est-à-dire, pour aller vite, comme la fusion des banques et des industries. Et comme tous ces courants insistent sur les dimensions financières de la mondialisation du capital aujourd'hui, ils se sentent gênés de garder le corset de la définition donnée par Hilferding il y a plus d'un siècle pour des processus qui manifestement ne correspondent pas à une fusion du capital bancaire et de l'industrie. Or, indépendamment du reste, vous allez dire, je pense que précisément une des validités des théories de l'impérialisme du début du XXe siècle, c'est d'avoir mis à leur centre le capital financier, et j'ai fait dans pas mal d'écrits, je tiendrai à votre disposition avec plaisir bien sûr, une relecture de Marx, sans passer par Hilferding, ou en essayant de le contourner un petit peu. Suzanne de Brunoff avait déjà montré les limites de l'apport d'Hilferding, pour montrer que si on prend le capital financier comme d'un capital cherchant à se valoriser et à produire plus d'argent à la fin du cycle qu'il n'en a obtenu au début, si on prend les définitions extrêmement fortes que Lénine donne, qui ne sont pas simplement celles d'Hilferding, mais aussi que le capital financier, l'impérialisme contemporain, dit-il à l'époque, pousse jusqu'au bout la séparation entre capital productif et capital argent, c'est une formule directement tirée de l'impérialisme que je cite là, alors on peut retrouver dans les processus contemporains une mise en valeur du capital, et j'ai essayé encore une fois de développer ça, y compris pour l'appliquer aux grandes sociétés transnationales comme forme, modalité particulière du capital financier contemporain. Donc je pense que la théorie de l'impérialisme demeure valable. Pour moi, elle définit à la fois une période historique
celle disons, de la globalisation du capital, hein, pour aller vite, des 30 dernières années, et encore une fois dans un cadre analytique, capital monopoliste, capital financier, rivalité entre les impérialismes, ou forte concurrence entre les impérialismes qui demeurent, mais elle définit aussi des pays. Et je pense que, disons, de là jaillit un petit problème théorique, où beaucoup des auteurs parlent d'impérialisme américain, peuvent parler d'impérialisme européen, etc. Mais la connexion avec l'impérialisme comme période historique n'est pas toujours établie. Et moi, ici, je me réfère, si vous voulez, au fait que l'impérialisme peut aussi définir des pays en particulier, ou une organisation interétatique en particulier, dans la mesure où, suivant une formule célèbre, si j'ose dire, les spécificités des impérialismes nationaux, ne parlons pas des capitalismes, mais même des impérialismes nationaux, ne sont pas simplement des suradditions, disons, aux traits généraux de l'impérialisme, mais on exprime, disons, sous une forme concrète et nationale, les traits généraux. Je suis en train de terminer un article sur l'impérialisme français. Il est évident qu'il ne correspond pas à l'impérialisme américain ou anglais, mais en même temps, certains de ces traits particuliers, j'entends en particulier ces traits, disons, très rentiers, expriment, disons, une des composantes des caractéristiques générales de l'impérialisme. Voilà ce que je voulais dire, donc trop brièvement sans doute, et peut-être de façon caricaturale, j'espère que ça suscitera la discussion, sur la validité de l'impérialisme comme catégorie d'analyse. Alors à partir de là, j'ai essayé, pour diverses raisons contingentes ou pas, de m'intéresser à l'Union européenne en tant que telle, quoi, je veux dire, dont on sait que pendant des années, elle a été sous-analysée par les marxistes. Seul Mandel, au début des années 70, avait tenté, ou fin des années 60, avait tenté d'en définir les modalités, mais c'est vrai que c'est resté quand même quelque chose de difficile à analyser. Je ne prétends absolument pas avoir de réponse, j'essaye simplement d'apporter une petite pierre à l'édifice d'un problème théorique important, et ce n'est pas simplement un problème pratique, hein. C'est pour ça que j'ai intitulé ça l'impérialisme européen et la forme État, parce que une des questions que soulève la nature de l'impérialisme, il ne faut pas se figer sur les définitions et essayer de faire rentrer dedans des choses qui n'y rentreraient pas, hein, ce n'est pas mon but du tout ici, mais une des difficultés que pose la discussion sur la nature de l'Union européenne, qu'on l'appelle impérialiste ou pas, c'est précisément derrière ça, la question théorique de la relation entre le capital et l'État. Hein. Donc la forme État pose le problème fondamental. C'est d'ailleurs, hein, je le dis en passant, un des débats qui, pour certains, rend obsolète les définitions de l'impérialisme, c'est que Lénine, Boukharis ont insisté sur des formes de relations capital-État qui sont largement obsolètes selon ces auteurs. Hein. Alors, mon hypothèse, ou en tout cas ma supposition, le début de travail que je fais depuis quelques années là-dessus, m'amène à la fois à reprendre des choses générales et puis d'avancer un certain nombre de choses qui me sont plus personnelles. Les choses générales, mais il faut quand même les redire, c'est que l'Union européenne est une forme institutionnelle originale. Hein. Je pense qu'il faut abandonner l'idée qu'on pourrait utiliser une théorie des blocs ou une théorie de la mondialisation continentale, hein, enfin la triade ou autre chose, comme cadre analytique pour comprendre l'Union européenne différente du NAFTA, de l'ALENA, différent de l'ASEAN, différent aussi, comme souvent les courants mainstream ont tendance à les analyser, différents des autres institutions internationales du style FMI, Banque mondiale, etc. Enfin, il y a vraiment un faisceau de facteurs spécifiques, je les énumère sans les commenter ici. D'abord, le contexte historique très spécifique, qui est celui de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui n'est pas simplement le plus jamais ça, mais aussi la nécessité de faire face au mouvement qui vise à parachever le démantèlement des États européens qui se sont effondrés pour une partie, ou qui sont minés pour une partie, qui vise à parachever ce mouvement sous forme révolutionnaire. Donc il y a ce contexte historique, hein, qui n'est pas simplement plus jamais de guerre, c'est aussi faire face à la menace sociale. Et puis, dans la construction institutionnelle de l'Union européenne depuis 60 ans, les forces du capital, hein, la tendance à dépasser le cadre national est une chose bien connue pour ceux qui s'intéressent à ce type d'analyse. Le rôle des États eux-mêmes, qui cherchent à
disons, défendre peu ou prou, sous des formes différentes, leur propre position et cherchent, disons, dans l'intergouvernemental une solution. Troisième force, après le capital et les États membres, la Commission, je reviendrai sur cette question dans un instant, et puis la contingence. Enfin, je pense qu'on doit reprendre ce que Marcus a dit à un moment donné, hein, dans son livre sur Hegel, que les lois structurelles sont peut-être des lois structurelles, mais elles s'exercent quand même, elles se mettent en route quand même au travers du rôle des agences, du rôle, non pas du hasard, hein, mais des opportunités, on pourrait dire en français, et je pense que c'est pas à négliger. Hein. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'après 60 ans, et on peut parler de crise en crise, et on peut à juste titre dire que c'est une crise, je ne pense pas qu'elle est finale justement pour l'euro. L'Union européenne s'est développée, donc il y a quelque chose de plus simplement qu'un bloc intergouvernemental ou qu'un bloc, disons, qui résulterait, disons, d'une opportunité. Il y a vraiment maintenant des processus, j'allais dire institutionnels, qui se sont mis en route et qui expliquent cette survie, entre guillemets, enfin cette capacité, hein, de l'Union européenne à surmonter ces crises, bien sûr. Je suis marxiste en allant toujours vers d'autres crises. Hein. C'est pas pour autant une fédération d'États. Alors ça, c'est le versant mainstream, hein, des relations internationales. Hein. C'est pas un courant, c'est pas intergouvernemental, mais c'est le pendant, si vous voulez, dans l'analyse marxiste d'un État fédéral qui subjuguerait les États-nations. Par exemple, je ne fais vraiment que l'évoquer très brièvement au travers de la formation d'une classe transnationale, voire européenne, qui constituerait un cadre qui lui conviendrait, hein, c'est pas ça, c'est quand même plus d'épaisseur institutionnelle, comme je l'ai dit, que simplement intergouvernementale. Je suggère, hein, mais vraiment comme une métaphore plus que comme un outil analytique, je suggère que la notion de bureaucratie pourrait être mobilisée pour comprendre un petit peu ce qui se passe en Europe, non pas parce qu'il y aurait une bureaucratie qui émergerait et qui, à la manière de celle de Napoléon III ou de l'Union soviétique étoufferait la société civile, hein, c'est absolument pas le cas, la bureaucratie est relativement faible numériquement, mais disons, pour comprendre que nous avons à travailler sur la relation entre l'État et le capital, la notion de bureaucratie telle que Marx la développe dans le 18 Brumaire, ou telle que Trotsky l'analyse pour l'Union soviétique, c'est un outil pour analyser les relations entre capital et État, voilà ce que je voulais dire. Hein. Alors, l'État... puisqu'il me reste peu de temps, l'idée, hein, une fois accepté que l'Union européenne est autre chose que du simple intergouvernemental, l'hypothèse que je fais, et que je développe trop brièvement, hein, et qu'elle renforce et développe, et pas simplement renforce les impérialismes nationaux, parce qu'évidemment, pas besoin de faire un dessin sur le fait qu'en Europe, il n'y a pas de contestation, je crois, parmi beaucoup d'entre nous ici, sur le fait qu'il existe des impérialismes nationaux, français, allemands, britanniques, etc. Hein. Mais l'idée, c'est qu'elle renforce et développe cela. Hein, et là encore, elle apporte de ce point de vue plus que simplement être une coalition d'États. Hein. Alors elle le fait, hein, mais je passe très vite, elle le fait dans le domaine de l'économie. J'ai retravaillé là pour un article la question de l'agriculture, hein, et la façon dont autour de l'agriculture se sont constituées finalement des coalitions d'intérêts qui n'étaient pas acquises au départ. Et bon, je ne développe pas ça. Au travers de l'expansion du capital financier, au travers de relations néocoloniales avec l'Afrique, je pense aux accords de Lomé ou des choses comme ça, qui presque dans tous les cas, ou en tout cas dans certains cas, expriment l'existence de l'UE en tant que telle, hein, je dis bien, et pas simplement comme une projection des desiderata intergouvernementaux, ou plutôt ces desiderata intergouvernementaux n'ont pu être mis en œuvre à l'échelle continentale, africaine ou dans le monde, que parce qu'il existait la médiation institutionnelle de l'Union européenne. Je voudrais insister au moins en 2 minutes, parce qu'il me reste un diapo derrière que je voudrais absolument commenter. Je voudrais insister, parce que ça a été, je l'ai développé en particulier dans le bouquin Impérialisme et militarisme au XXIe siècle, paru chez un éditeur de Lausanne, page 2, je voudrais montrer qu'en particulier dans le domaine militaire, on a peut-être cette bonne illustration du fait que l'UE n'est pas simplement l'intergouvernemental, elle est déjà plus, je le fais vraiment au pas de course, parce qu'elle a développé dès le début des années 90, bien avant
bien avant 2003 et la doctrine de sécurité proposée par Javier Solana. Elle a développé dès le début des années 90 la notion de sécurité, et en un mot, hein, pour moi, je l'ai expliqué longuement dans pas mal de travaux, pour moi, la notion de sécurité, qui est bien sûr une notion sans signification conceptuelle, qui est un terme polysémique, est, disons, une des adaptations du militarisme au monde contemporain, faire face du point de vue sécuritaire, pas simplement aux conflits militaires traditionnels interétatiques, ça c'était du militaire, mais faire face aussi aux ennemis, qui soient du direct extérieur, comme les immigrants qui viendraient en Europe, ou de l'intérieur, éventuellement, dans des guerres civiles. Hein. Donc je ne développe pas ce point, je suis prêt à le faire longuement si vous le souhaitez. La notion de sécurité, qui a été peut-être le mieux développée par l'Europe, beaucoup plus que par Bush, beaucoup plus que par l'administration américaine, parce que l'administration américaine a été biaisée par l'administration Bush, qui a trop réduit au sécuritaire au directement militaire. C'est beaucoup plus complexe. Je pense que Robert Cooper, le conseiller de Javier Solana, résumait bien ça en 2001, immédiatement après 2001, en disant « Nous devons construire un impérialisme libéral, post-moderne, l'Europe est le mieux à même de le faire. Il faudra utiliser les armes contre les barbares », ce sont ces termes, hein, mais entre nous, évidemment, on ne va pas se faire la guerre. Hein. Je pense qu'il a bien résumé ce que je comprends par la doctrine de sécurité comme nouveau support par rapport au militarisme traditionnel, mais bien sûr étant malgré tout militaire, hein, disons, d'il y a un siècle. Hein. Et je ne voudrais pas développer, mais au moins mentionner ce point, là aussi il m'intéresserait d'en discuter, à propos de l'Afrique, c'est sans doute à propos de l'Afrique qu'on voit mieux la combinaison, l'articulation entre les impérialismes nationaux, là je pense précisément à la France bien évidemment, et l'Union européenne. Je n'ai pas le temps de développer comment la France, dans un contexte qui l'obligeait à adapter sa politique africaine, sa politique néocoloniale, néo-impérialiste africaine des années 90, je n'ai pas le temps de développer l'extraordinaire changement mondial, politique, économique, continentale à l'Afrique, qui a obligé la France pour maintenir sa tutelle néocoloniale, jusqu'à 2012, changer entre guillemets les formes, et disons, pour aller très vite directement au sujet, la forme sous laquelle le changement a eu lieu, c'est l'européanisation de l'intervention militaire en Afrique, sachant bien sûr que la France continue à fournir l'essentiel des bastions des opérations Licorne en Côte d'Ivoire, etc. Il ne s'agit absolument pas pour moi de penser, hein, je diverge d'un certain nombre d'auteurs, peu importe, hein, qui pensent qu'il y a un militarisme européen avec une armée européenne qui va se constituer. Je pense qu'on en est très loin et on en sera encore très loin, mais justement, peu importe en quelque sorte que l'Union européenne puisse afficher cette politique d'intervention sécuritaire pour le bien des peuples en Afrique, au nom de l'humanitaire et des guerres humanitaires, etc., peu importe qu'ensuite le gros des troupes, le gros du stratégique soit fourni par les États, bon, en l'occurrence la France, c'est précisément ça qui me permet de dire qu'on n'est plus simplement dans un intergouvernemental, on le voit encore une fois, mais dans la relation que la France entretient avec l'Afrique, sur le plan sécuritaire au moins, et peut-être sur d'autres plans, où elle ne peut plus jouer directement le rôle de maintien de l'ordre, même si bien sûr c'est encore ce qu'elle fait, et essentiellement pour ses propres objectifs. Alors je voudrais terminer dans les 5 minutes qui me restent sur une question aussi qui m'est chère et qui renvoie à l'Union européenne. Pour moi, je pense en particulier à Alex Kalinikos, hein, sur ce point, je partage sa vue. Je pense que l'impérialisme comme catégorie analytique nécessite de réexaminer la question de la relation entre le capital et les États, mais ce qui veut dire, hein, pour aller vite, que le système interétatique qui sert de support à l'impérialisme contemporain demeure essentiel. Hein. Non seulement le capital privé, le capital n'a pas submergé les États, mais bien plus, la forme d'organisation des relations interétatiques reste absolument centrale dans l'impérialisme contemporain. Et il reste central, ne serait-ce que pour une raison, c'est que le désordre, entre guillemets, provoqué par la mondialisation du capital, l'effondrement, les États faillis, la Banque mondiale parle d'États à faible revenu, sous pression, enfin, tous les termes absolument ridicules qui sont utilisés, tout ça, non seulement ne supprime pas la nécessité d'État, mais en renforce, en quelque sorte, la nécessité d'organisation à l'échelle internationale. Et les États-Unis,
je l'ai écrit, et ça fait des discussions aussi, hein, en France en particulier, même au plus fort, entre 2001 et 2003, les États-Unis n'étaient pas capables de tenir le désordre mondial. Je pense que dans la politique de Bush, je l'avais écrit avec d'autres, hein, il y avait un aspect aventuriste, et je pense qu'aujourd'hui on peut mesurer cela. Donc, si on accepte qu'il n'y a pas un ordre régi par un super impérialisme, et c'est une thèse qui est quand même assez largement défendue par un certain nombre de gens qui proposent l'impérialisme aujourd'hui, alors il faut chercher quelle forme d'organisation est aujourd'hui en place. Bon, j'ai esquissé, hein, il y a une petite dizaine d'années, peut-être de façon insatisfaisante, hein, mais c'était simplement pour trouver quelque chose, quoi, ce que j'ai appelé un bloc transatlantique hiérarchisé, c'est-à-dire en fait, disons, l'idée que non seulement il n'y avait pas un mono-impérialisme américain, mais il n'y avait pas non plus rien du tout, et il n'y avait pas encore la Chine et la Russie, je pense, mais il y a encore un ordre mondial qui, d'une manière ou d'une autre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dynamiques qui poussent de part de la Chine, de la Russie, voire, hein, c'est un débat qui commence à avoir lieu de sub-impérialisme qui apparaîtrait en particulier au Brésil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout ça, mais je pense, en tout cas c'est l'hypothèse, hein, que l'ordre transatlantique étant utilisé ici au sens géopolitique, évidemment occidental, hein, donc il peut intégrer le Japon en tant que de besoin, hein, voilà, demeure absolument central. Je pourrais vous le montrer, mais je me ferai attraper par le président, que si vous prenez l'intégration commerciale en termes d'investissement direct à l'étranger, de R&D, enfin beaucoup d'indicateurs, encore une fois, aussi bien en stock, mais même en flux, encore en flux, à part le commerce, le bloc là je parle américano-européen, représente entre 70 et 90%, non, il faut y ajouter le Japon pour la R&D, donc il ne faut pas sous-estimer les processus qui sont à l'œuvre, évidemment du côté chinois, mais je pense que quand on regarde les choses, même du point de vue économique, il faudra ensuite parler même de l'intégration réelle qui existe, hein, disons des liens très serrés que les grands groupes financiers, industriels entretiennent entre les deux côtés de l'Atlantique, mais bien sûr aussi ce bloc hiérarchisé transatlantique qui repose quand même sur l'OTAN. Non seulement l'OTAN n'est pas devenue inutile après la fin de la guerre froide, hein, comme ça avait été envisagé, mais il demeure, si vous voulez, même là aussi comme une sorte d'architecture un peu ombrelle, un peu simplement mise comme ça, hein. Derrière il y a les troupes américaines qui sont présentes, mais c'est pas ça le plus important. L'OTAN demeure quelque chose d'important, et je sais que dans cette dimension militaire, l'ouverture vers l'Est a aussi correspondu à cet objectif, disons, géopolitique. Je pense que ma voisine de droite ne me contredira pas là-dessus, hein. Donc, bon, bloc hiérarchisé transatlantique, c'est pas satisfaisant, mais c'est une tentative. Voilà. Merci. Merci à Claude.